Bonjour à tous, je m'appelle Jessica Mahen-Briel, je suis avec Meredith Lelièvre et on est avec nous Dina Issani aujourd'hui pour la podcast dans le cadre d'un projet qu'on appelle « Identique, plus similaire que différent ». Donc c'est un projet qui est créé par deux conseils, le conseil Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce et le conseil La Chine. Donc, dans le but de célébrer la diversité culturelle et sexuelle, aussi de briser l'exclusion sociale. Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Mon nom est Dina Issani. Moi, je suis titulaire d'une maîtrise en sciences politiques et je m'intéresse à l'évaluation des politiques publiques en matière de participation civique et de lutte aux discriminations qui sont vécues par les minorités racisées vivant dans un contexte défavorisé. Sinon, je suis une femme racisée libanaise, d'origine libanaise, musulmane, qui vit à Côte-des-Neiges et qui a grandi à Côte-des-Neiges. C'est comme ça que je me définis à la base. Et je suis engagée dans mon quartier. Et justement, comme tu disais que tu es impliquée dans ton quartier, c'est pour ça qu'on t'a invité, donc on vient toutes de Côte-des-Neiges. Qu'est-ce qui t'a mené un peu à t'intéresser aux questions de ton quartier, mais aussi aux questions plus générales de diversité dans ton parcours? Je pense en tant que femme arabo-musulmane, puis j'ai vécu des situations, des obstacles dans ma vie en général en tant que jeune femme du quartier de Côte-des-Neiges par rapport à ma classe sociale. Mais aussi j'ai vu le parcours de mes parents qui proviennent de l'immigration, puis on a vécu aussi un parcours d'immigration complexe avec des discriminations en emploi, des discriminations par rapport à l'identité. Ça m'a mené à m'intéresser à la justice sociale à un très jeune âge, puis mes parents étaient très socialement impliqués contre le racisme, les guerres dans le monde. Mon histoire a fait en sorte que j'ai voulu aussi étudier dans ces questions-là et travailler sur ces questions-là. Et justement, quel type d'obstacles? Est-ce que c'est vrai que un peu de l'articulation entre classe sociale et des personnes racisées, ça va souvent de pair. C'est quoi un peu les obstacles que tu as pu rencontrer, que ce soit dans des études, au travail, en lien avec ces questions-là? Il y a la question de la classe qui est un portrait général. C'est le fait que quand on vient d'un milieu défavorisé, c'est plus complexe d'avoir accès à des ressources, des informations, à des emplois non précaires, à des situations où tu sais par exemple comment appliquer à une bourse d'études. Et quand on prend en considération qu'il y a des personnes qui sont exclues par leur identité et on leur prive de certains droits, ça mène aussi à des obstacles de classe. Donc, tout comme il y a en ce moment par exemple des personnes musulmanes ou des personnes qui ont un signe religieux visible, qui ne permettent plus avoir accès à certains postes, donc ils doivent vivre dans des conditions précaires, par exemple en allant dans d'autres postes qui pourraient moins répondre à leurs capacités intellectuelles ou de travail. Donc, je crois qu'on a toutes vécu vraiment des histoires différentes, mais qu'à un point, on a toutes passé à travers une série de discriminations, une série d'événements qui ont mené à une réflexion sur l'identité qu'on a, puis aussi les opportunités qu'on a, toutes ces il y a aussi l'effet cumulatif, dans le sens où on n'est pas juste une personne racisée ou une personne de classe sociale plus basse ou une femme. Donc c'est comme, tu les as un peu donnés de manière différenciée, mais c'est sûr qu'on le vit de manière ensemble, puis dans les préjugés qu'on peut vivre, un peu les discriminations, mais c'est jamais juste en tant que personne racisée ou juste parce qu'on n'a pas des codes de classe ou même culturels. Ça va toujours être un ensemble de choses en fait qui vont un peu déterminer les perceptions que les gens peuvent avoir de nous. Il y a par exemple le fait qu'on vit différentes couches d'oppression, c'est de l'intersectionnalité. Par exemple, une personne racisée, défavorisée, qui a un handicap visible ou invisible, pourrait vivre 3 sources d'obstacles dans la société. En fait, c'est pas un phénomène unique, c'est des phénomènes qui doivent être liés et de voir comment, dans un tout, on peut répondre à cette réalité-ci, mais aussi comment, dans un tout, on peut faire en sorte que les particules d'obstacles
on les reconnaît, puis on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour cet obstacle-ci, qu'est-ce qu'on peut faire pour cet obstacle-ci, mais en même temps, toutes les intégrer ensemble pour trouver des politiques, des programmes, des sources de projets qui permettraient d'améliorer leur sentiment d'appartenance dans la société, mais aussi leur accessibilité puis leur inclusion. Et il y a aussi l'aspect, je pense qu'il n'y a pas juste l'aspect de quelles oppressions on peut vivre, mais justement de prendre en compte que tout le monde a une part d'oppression, une part de privilège. Tout le monde est à un peu la croisée de plusieurs identités qui peuvent avoir leur dose de privilège ou non, puis que ça doit être regardé même pour les personnes pour qui ça pose pas de problème. On parle souvent de diversité. Oui. Dans les dernières années, on a toujours entendu le terme diversité à travers les personnes immigrantes ou racisées ou les communautés ethnoculturelles. Oui. Mais c'est un terme qui est dangereux dans le sens où c'est pas vrai que c'est associé aux personnes immigrantes ou racisées. Le terme diversité, en fait, c'est un terme pluridimensionnel qui s'associe à n'importe quoi et n'importe qui, dans le sens où, tu sais, il y a la charte des droits et libertés, bon, on parle des personnes religieuses, ça fait partie de la diversité, des personnes avec des multiples idées de gauche ou de droite ou de centre, c'est une diversité. On a tous des façons de vivre aussi différemment, c'est une diversité. Est-ce qu'on vit dans un milieu rural ou urbain? C'est une diversité. Est-ce qu'on est à mobilité réduite? C'est une diversité. Est-ce que je porte des lunettes ou pas? C'est une diversité dans le sens où j'ai un handicap, dans un certain sens où je ne vois pas sans mes lunettes. Et aussi là-dessus, je trouve que c'est beaucoup utilisé, déjà pour parler des personnes qui sont la minorité, donc par exemple, alors que tout le monde est de la diversité, c'est-à-dire que la diversité, c'est d'avoir de tout, donc c'est pas juste les personnes qu'on va identifier comme étant... On dit, ah, t'es de la diversité, mais non, tout le monde participe à la diversité. Puis j'ai l'impression qu'aussi, au Québec, on parle beaucoup par euphémisme, donc là, on va dire, diversité culturelle, mais ce dont on veut parler, c'est les personnes racisées, par exemple. Donc, au lieu de nommer les choses, on va utiliser des termes qui sont très légers, en fait. Ouais. Moi, j'ai dernièrement utilisé le terme racisé dans la mesure où il y a eu un processus de socialisation qui m'a mené à me définir. En fait, la société m'a défini selon mon arabité, ma religion. Puis de ce fait, on m'a racisée dans le sens où on m'a mis dans un créneau identitaire. Puis la racialisation, c'est ça en fait, c'est le processus de comment on nous définit. Le terme minorité ethnoculturelle, c'est par rapport à l'ethnicité. C'est un terme qui aujourd'hui est de plus en plus remis en question dans la mesure où c'était la société dominante qui a déterminé cette terminologie alors que le terme qui crée ces termes? C'est souvent la société dominante qui décide de dire comment tu es, comment tu vas agir, comment tu vas t'identifier. Et c'est ça, en fait, la question de l'antiracisme, c'est de se redéfinir, c'est de réutiliser certaines terminologies pour s'émanciper selon ses propres convictions. La langue est importante pour comprendre comment on nous a oppressés, même dans notre façon de concevoir certaines personnes. Par exemple, les communautés autochtones, c'est les premiers peuples, mais selon les lois qui existent, par exemple, le terme indien, c'est le colonisateur qui a créé ce terme-là pour indiquer comment vous êtes en tant que premier peuple, comment vous êtes en tant qu'autochtone, comment vous êtes en tant qu'Inuit. Souvent, on parlait d'intégration. Moi, je préfère utiliser le terme inclusion pour dire que l'inclusion, en fait, c'est le processus intentionnel qui est toujours en mouvement et qui se permet de vouloir reconnaître la diversité dans tous les sens du terme, et qui veut faire en sorte de mettre en place des actions concrètes et intentionnelles pour inclure cette diversité. Puis l'équité, pour moi, en fait, c'est le processus de mise en place de ces actions-là pour offrir un traitement juste selon les capacités de chacun et chacune, pour permettre d'évoluer dans une organisation, dans un milieu, dans une société en général. Il ne faut pas oublier que parler de racisme, c'est une charge mentale. Moi, j'ai appris à différencier mes sentiments et mes émotions vis-à-vis de toutes ces questions-là.
parce que je veux travailler sur ces questions. Et à un moment donné, je me suis dit, je peux pas limiter. En fait, je peux pas mettre à risque ma santé mentale pour vivre que de la colère. Limites. Et de travailler cette colère pour travailler les questions de participation civique, lutte à la pauvreté, politique publique en matière de discrimination, pour trouver, ok, qu'est-ce qui marche pas, puis qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre en place des actions concrètes qui permettraient de juste avantager un groupe qui veut démarrer un projet. Par exemple, parler de ce podcast, pour moi, c'est une action qui va faire en sorte que des gens vont nous écouter et qui auront un impact. C'est juste d'apprendre sur ces questions-là. Pour moi, c'est déjà une action libératrice dans le sens où, ok, il y a une personne de plus qui va écouter ce genre de podcast-ci, va dire, ah, moi, je vais être un allié demain, ou je vais juste en parler avec un ami, ou je vais me remettre en question sur mes propres pratiques. En tant que personne blanche, en tant que personne racisée, en tant qu'homme, en tant que femme, puis de regarder, ok, comment collectivement je peux créer l'impact. Parce que